On dirait une comédie de Woody Allen, non, un peu. On dirait un film, une comédie, non? Peut-être un peu. Non. C'est bon? On peut y aller. On peut y aller. Ok. Allez, moi ça le tombe, on peut y aller. Bon. Alors, silence un petit peu dans la salle, on peut y aller. Bon. Alors, d'abord, je remercie le public qui est là. Vous avez affronté je ne sais pas quoi, mais vous avez affronté quelque chose parce qu'il y a plusieurs personnes qui devaient venir, qui se sont désistées. Bon. Mais aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Michel Marx, auteur d'un livre Dernier ciel. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous remercie de nous avoir adressé votre livre et je vous remercie de nous l'avoir présenté et d'être venu là. Voilà. Vous êtes né en 1954 dans une famille juive. Non. Non. J'ai tout faux. En 1959. Je suis jeune. Voilà. 59, donc j'ai voulu vous vieillir. Voilà. Vous avez été scénariste, enseignant, consultant et auteur de romans, dont Un père juif en 1959. Je ne me trompe pas. Non. Ah, 1998. Un père juif, c'est Bah oui, parce que à la naissance, j'avais du mal. Par contre, ma famille était juive, ça c'est vrai. Votre famille était juive. Ça c'est vrai, oui. Voilà. 3 cailloux à Buenos-Aires. 2004. Je n'ai pas mis de date, Oui. parce que je n'ai pas trouvé sur Internet. Mais donc, comme quoi, Internet et WhatsApp donnent de faux renseignements. Oui, bah oui, Voilà. Oui. Il faut se méfier. Oui. Et finalement, en décembre 2025, 2025, Oui. décembre 2025, Dernier ciel. Février 2026. Bon. Mais c'est le bon titre. Vous êtes en décalage horaire, Pardon. Vous êtes en décalage horaire, Je suis peut-être. Plutôt Internet, c'est un décalage horaire. Et publié chez Gilles Rosier de l'Antilope. Merci Gilles Rosier de publier des si beaux romans. Ce livre a obtenu un énorme succès. Et cela se comprend facilement pour ceux qui ont eu le plaisir de lire ce livre. Pour les autres, je pense que certains d'entre vous ne l'ont pas encore eu entre les mains, vous trouverez ici, à la table, un certain nombre d'exemplaires que, je suis sûr, vous aurez le plaisir de dédicacer. Ah oui, j'ai des stylos. Oui. Et J'ai 2 stylos, oui, j'ai 2 stylos. Bon, ce livre, c'est une enquête personnelle, je Oui. ne vais pas me tromper, C'est vrai. Oui. qui mêle l'histoire de votre famille, Oui. ou d'une famille, Oui. et la destruction des familles juives durant la Shoah, le tout traité, je trouve, d'une façon très humoristique. C'est un sujet très grave, mais vous avez réussi à faire passer une certaine légèreté dans ce livre-là. À l'occasion de la recherche de la trace de 2 cousines lointaines, de 4 et 6 ans, c'était des cousines d'ailleurs de votre grand-mère, si je comprends. Non, alors elles avaient 2 et 4 ans, et c'était en fait, c'était les nièces de mon père. C'est les filles de sa sœur. Donc mes cousines. Mes cousines, oui. Ouais. Vous retrouvez 40 ans après vos anciens camarades de lycée qui vont vous aider de façon indirecte à reconstruire votre histoire familiale, le tout dans un humour surprenant vu le sujet comme je l'ai dit. Entre autofiction et comédie sociale, ce récit vibrant explore jusqu'où l'écriture peut réparer les absences. Bon, quelque chose de personnel, moi, ce livre me rappelle
dans un autre genre, mais quand même il me rappelle, Les Disparus de Mendelssohn, Oui. que je suis sûr que tout le monde a lu ici. Avec l'humour en plus. Bon, parce que Les Disparus, il n'y a pas beaucoup d'humour, hein. Est-ce que je me trompe? Oui, non, non, jusque-là, je vous interromps dès qu'il y a une erreur. Ok. Ben voilà. Je voulais simplement dire aussi, pour ceux qui sont inscrits, pas de problème. Merci beaucoup. Oui. Et à vous. Ah oui, alors, je vais reprendre un peu. Quand j'ai lu le texte que vous avez mis, où vous avez mis humoristique, traité d'une façon humoristique, je me suis dit, finalement, d'abord, c'est pas si drôle que ça, quoi, enfin, comme vous l'avez dit, et c'est plutôt, je dirais, c'est une alternance entre le drame et l'humour. Et moi, je suis scénariste, et j'enseigne le scénario dans une école de cinéma, et j'ai l'habitude de décortiquer ou d'analyser en fait les scénarios et d'accompagner des gens dans l'écriture de scénarios. Et j'ai compris avec les années que c'est pas, je dirais pas un truc, mais c'est disons une manière de raconter qui est d'alterner et de ne pas s'enfoncer dans un couloir, que ce soit le couloir drôle, où on peut être fatigué, voilà, et pas non plus dans le drame complet, où on peut avoir envie de se protéger et de dire, bon, écoutez, j'ai moins envie de... arrêter de me faire souffrir, quoi, voilà. Et donc cette alternance qu'il y a au cinéma, beaucoup, m'a appris peut-être à penser justement que le verre est toujours à moitié vide et à moitié plein, et qu'on peut, quand on écrit, c'est pas protéger les lectrices et les lecteurs, mais c'est penser qu'on écrit pour des gens, pas seulement pour soi. Et que au moment où on conçoit une histoire, on est responsable du lectorat qui va l'avoir en main et qu'on ne connaît pas, évidemment. Et comme les seuls retours que j'ai, moi, c'est des gens qui me connaissent, et que ça ne m'est pas encore arrivé de voir quelqu'un dans le métro, par exemple, en train de lire mon livre et de lui dire qu'est-ce que vous en pensez, vous me conseillez ce livre, ou, voilà. Je n'ai que des retours d'une hypocrisie inouïe, quoi. Puisque évidemment les gens me disent ah c'est formidable, on est content pour toi, ou oui j'ai bien aimé la fin, non la fin c'est bien, à bientôt, voilà. Donc parce que les gens en fait qu'on connaît n'osent pas ou vexer ou ne sont pas des analystes de texte, et donc on a très très peu de retours. Par contre, moi pour faire ce travail d'accompagner des auteurs, j'ai pris l'habitude de dire attention, soyez responsable de ce que vous racontez, il y a moralement et puis humainement, c'est-à-dire on peut raconter la Shoah, pas en riant de la Shoah évidemment, mais en pensant qu'on est en 2026 et qu'il y a aussi la vie, quoi, puisqu'on est là d'ailleurs. Donc, mon histoire, elle raconte donc cette recherche de deux cousines qui ont été déportées donc, dans le convoi 71 en 1944, et avec leurs parents, donc avec la sœur de mon père et son mari. Et j'ai le numéro du convoi, j'ai même le numéro qu'on leur a attribué au moment du départ. Par contre, à l'arrivée, n'existe administrativement que le père de ces deux cousines, c'est-à-dire le beau-frère de mon père. Sa sœur et les deux petites disparaissent des archives, et donc elles ont été vraisemblablement gazées à l'arrivée, puisque c'est un train qui comptait 1500 personnes, et je crois qu'il y a 1400 ou 1380 gazés à l'arrivée. Donc forcément, elles avaient 2 et 4 ans, et elles n'ont pas survécu. Et j'ai appris récemment, parce qu'on en apprend tous les jours, hein, quand on regarde cette histoire, j'ai appris récemment que beaucoup d'enfants sont morts pendant le trajet, puisque c'était 3 jours de voyage, sans boire, sans manger, sans respirer, et les plus petits, la majorité n'ont pas résisté. Donc, vraisemblablement, assurément et malheureusement, et peut-être pas malheureusement finalement, parce qu'elles n'ont pas vu ce qui allait se passer après, elles sont mortes, alors que le papa, lui, a survécu. Il a passé 1 an à Auschwitz, et après, maintenant, dans les archives, on trouve, il a fait la marche de la mort, et il est parti à Mauthausen,
Et à Mauthausen, quelques semaines après, il a été tué juste avant la libération du camp, puisque les nazis tuaient les gens pour ne pas laisser de traces. Tous les blessés, tous les gens ont été assassinés, soit d'une balle dans la nuque, soit à coup de marteau quand il n'y avait plus de balles. Donc, lui, voilà comment il a fini, donc en 1945, et apparemment, la sœur de mon père et les deux petites filles ont terminé à l'arrivée ou pendant le trajet à Auschwitz. Donc, ça, là-dessus, c'est pas drôle, en effet, mais ce qui s'est passé, c'est que je cherchais donc si les deux petites filles auraient pu survivre. Parce que il y a exceptionnellement des enfants qui ont survécu, qui ont été par exemple jetés du train à une escale ou volés à l'arrivée par un nazi qui n'avait pas d'enfant et qui disait « Ah, un beau bébé, on le prend ». Voilà. Donc, je me suis dit « Mais comment trouver quoi ?» Alors que je n'ai que Convoi 71 avec leur nom et puis plus rien. Alors, chercher des témoignages, c'est compliqué. Et donc, j'ai demandé à une historienne de faire la recherche et elle m'a dit « Elles ont été gazées, tout le monde a été gazé, il n'y a plus personne, c'était il y a 80 ans, bon, voilà. » Et j'en ai parlé à une amie, j'avais rendez-vous avec une amie dans un café, et bon, ça arrive, hein, je ne sais pas si vous avez déjà des rendez-vous dans des cafés, enfin, voilà, là, c'est rien d'exceptionnel, quoi. Et alors, au même moment, vous avez WhatsApp, j'imagine, vous savez comment ça fonctionne, il y a des groupes WhatsApp qui se forment, des gens qui vous retrouvent et qui disent « Ah, je t'ai connu à la maternelle, j'ai vu une photo, tu as un peu changé, mais j'aimerais bien te revoir. » Voilà. Et alors j'ai reçu ça au moment où j'avais le rendez-vous. Donc, et je me dis « Oh non, c'est pas vrai. » Alors je reçois « Ah, Michel, alors qu'est-ce que tu deviens, mon grand ?» ou, voilà, si tu as des enfants, est-ce que tu les as bien installés? Enfin, et moi, j'étais complètement dans une recherche, on va dire, presque mystique, ou enfin, quelque chose de plus souterrain, ou je dirais, plus existentiel. Voilà. Et donc, je n'avais pas envie de les voir. Et je ne savais pas comment m'en débarrasser. Et donc, alors, ils me disent, il y aura du pinard, etc. Et je vais boire ce café avec cette amie, et qui est chercheuse au CNRS. Elle ne cherche pas les disparus, elle est chercheuse au CNRS, elle fait de la recherche. Mais elle fait de la recherche. Alors je lui explique, je lui dis, voilà, je cherche des petites cousines, et je lui dis, mais je suis fatigué parce que je suis harcelé par des anciens copains du lycée, qui n'étaient même pas des copains, qui étaient dans ma classe. Et elle me dit, c'est curieux parce que tu cherches des petites filles que tu ne vas pas trouver, et toi, au moment où on te trouve, tu ne veux pas apparaître. Et elle me dit, il y a quand même une contradiction. C'est comment tu peux faire ça à des gens qui t'ont trouvé, alors que toi, tu souffres de ne pas trouver qui tu cherches. Et là, elle m'a dit, je pense que ta recherche des deux petites filles est sans issue, mais je pense que tes amis sont vivants et veulent te voir. Et tu devrais écrire là-dessus. Et là, donc, j'ai commencé à me dire, écrire quoi? Un livre, un scénario, un journal de bord, que faire avec ça? Et j'ai commencé à demander autour de moi à des amis s'ils pouvaient m'aider peut-être à aller vers un film. Je me disais, je vais interviewer des gens, chercher les lieux, faire ce voyage peut-être en Pologne que j'ai jamais fait. Et à chaque fois, les gens me disaient non, mais c'est un travail que tu dois faire tout seul, parce que c'est ton histoire, quoi. Ou les gens me disaient ah, je t'aurais bien aidé, mais il pleut. Enfin, ouais. Bon, au bout de quelques personnes qui ne voulaient pas m'aider, je me suis dit bon, il y a deux explications. Soit personne ne veut travailler avec moi, ce qui est possible, enfin, hein. Soit c'est vrai que je dois régler ça en adulte, seul, et être responsable de ce travail qui m'appartient, quoi. Et donc faire un film tout seul, surtout qu'à ce moment-là, je n'avais pas revu Michel, là, qui me filme, et donc faire un film tout seul, c'est quand même compliqué. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, au fond, elle m'a dit, tu devrais écrire. Qu'est-ce qu'on écrit? Un livre, quoi. Voilà. Et donc j'ai commencé un livre où je raconte la recherche des petites filles, le café avec cet ami qui me conseille d'écrire un livre, et le retour de ses amis. Donc, et comme vous disiez tout à l'heure, ce qui s'est passé, alors là je vous en raconte peut-être un peu trop, mais ce qui s'est passé, c'est que ces amis qui ne me servaient à rien dans mes projections, dans
mes sensations, en fait, vont me servir à trouver autre chose qui a un rapport, évidemment, avec la Shoah. C'est-à-dire que ce à quoi je résistais contenait la clé de ce que, en partie, je cherchais. Et là, c'est aussi quelque chose dont mon expérience a pu être témoin dans les écritures que j'ai accompagnées, c'est que souvent, en fait, soit dans les histoires qu'ils racontent, soit dans leur vie, les auteurs ou les autrices quoi, sont souvent à l'intersection exacte entre ce qu'ils pourraient trouver et ce à quoi ils résistent. Comme si, parfois, au bout de notre bras, il y avait une réponse, mais qu'on ne voulait pas le tendre davantage parce qu'on croyait que c'était très loin que la réponse se trouvait. Et cette amie me l'avait dit aussi, elle m'avait dit, tu sais, c'est comme quand on perd ses clés. Et si on a été dans 10 endroits différents dans la journée, ça va être compliqué de retourner dans le cinéma où on était, à la boulangerie où on est passé, mais est-ce que c'était celle-là, etc. Mais il ne faut pas abandonner la recherche, parce que même si on ne trouve pas ces clés, on va peut-être trouver autre chose. Et par exemple, on va finir par soulever, alors que je dis par hasard, le divan du salon, en disant elles sont peut-être en dessous, et là on va trouver une lettre où il y a un secret familial qui avait été caché, etc. Et donc ça aussi c'est quelque chose, cette espèce de croisement, d'intersection entre notre désir et notre volonté, on va dire. Puis on peut remonter, alors là je vais faire un peu de philosophie, on peut remonter à Aristote, quoi, et qui disait que l'être humain, il est toute sa vie dans une lutte, en gros, enfin il ne le disait peut-être pas exactement comme ça, mais on ne va pas lui demander de venir aujourd'hui, mais il disait à peu près quoi, que et puis c'est ce que disent les psychanalystes, je ne sais pas s'il y a des psychanalystes ici. Vous êtes tous psychanalystes. Alors, donc les psychanalystes disent aussi qu'on est sans arrêt dans une lutte entre, on va dire, nos désirs et notre éducation, on va dire. Voilà. Ce qui nous arrête dans nos pulsions. Et donc, quelque part, dans cette recherche, il y avait une envie de trouver, une envie de rejeter, et exactement au point d'intersection entre ces deux désirs opposés, c'est un désir de trouver et un désir de repousser, quoi, il y avait des réponses, quoi. Mais je ne pouvais pas le savoir avant d'affronter en fait ce chemin-là, quoi. On dit le chemin se fait en cheminant, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que peu à peu, et j'écrivais au fur et à mesure, donc on peut presque parler d'un journal de bord, j'y avais pensé, à un journal intime, mais un journal intime qui s'ouvre finalement aux autres, puisque mes amis vont intervenir et exister, et ce que je résumais à « on va ouvrir une bouteille de pinard » se retrouve à être des gens avec un vécu, avec une sensibilité, avec des tristesses, et même si aucun de ses amis n'est juif, et donc voilà, ils ont le droit aussi je dirais, à la compassion. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont vécu le chômage, il y en a d'autres qui ont vécu des divorces, il y en a d'autres qui ont vécu l'alcoolisme. Enfin, ils ont vécu une vie qui, comme toutes les vies, chaque vie est digne de respect. Sauf que moi, je croyais qu'il y avait des choses plus importantes. Mais tout est important, quoi. Et peut-être que tout est dérisoire. Voilà ce que me dit, en fait, cette recherche. Et c'est pour ça que c'est humoristique, mais sans lettres. Sans lettres, c'est qu'il y a voilà, cette pensée qui est qu'il n'y a pas que notre histoire. Voilà. Il y a le monde, et il y a aujourd'hui, et il y a les guerres aujourd'hui, et il n'y a pas que la Shoah. Et quand on dit, vous savez cette phrase « plus jamais ça », il suffit d'écouter les informations et il y a encore un peu, quoi. Hein, voilà. Donc, encore un peu beaucoup. Donc voilà, les souffrances sont éternelles et puis elles sont même antérieures à la Shoah. Enfin, je veux dire, le monde a toujours souffert, mais il y a des moments de joie aussi, et de rencontre, et d'apaisement, quoi. Et de magie aussi. Voilà. Il y a beaucoup de magie dans l'histoire. Alors c'est moi qui le dis, bon, je l'ai écrit, mais est-ce que vous le confirmez? Absolument. Voilà, voilà. Parce qu'évidemment, moi, je raconte de façon comme ça. Ce qui est très beau, c'est de voir la diversité des personnages du livre. Peut-être vous parlerez de quelques-uns. Oui. Par exemple, l'ivrogne là, Oui. la personne qui habite
Oui, en province. En province, Oui, c'est oui. là que vous allez voir. Oui, oui. Une diversité de personnages Oui. que vous rencontrez, que vous décrivez d'une façon magistrale. Oui. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Et je crois que je le dis dans le livre, hein, si je me souviens bien, j'ai beaucoup de mémoire. Et donc, dans le livre, je dis que je suis hypermnésique. Oui. Voilà. Et en fait, j'ai un frère. Enfin, j'en ai plusieurs, mais il y en a un qui est dans le livre et qui me dit « Oui, mais toi, tu es hypermnésique. » Bon, alors moi, je cherche hypermnésique. Voilà. Alors, et je me dis, pourquoi il me dit ça? Vous savez, si vous avez des frères ou des sœurs, on se demande toujours pourquoi ils nous ont dit ça ou ça. Alors là, je me suis dit, pourquoi? Est-ce que il y a un double sens? Est-ce que c'est ironique? Est-ce que c'est sincère? Voilà. Et en fait, j'ai cherché un peu plus loin que la définition du mot, et j'ai découvert que les hypermnésiques sont des gens qui, en réalité, ont très peu de mémoire. Oui, c'est-à-dire que pour ne pas oublier, ils se souviennent. Vous voyez? C'est ça, en fait. Et là, c'est encore un combat intérieur, c'est-à-dire, c'est l'angoisse d'oublier nous rend hypermnésiques. C'est-à-dire qu'on va même hyper se souvenir pour être sûr que ça ne va pas s'en aller. Et ça fait des obsessionnels, comme moi par exemple, qui en fait se souviennent de la jupe et de la couleur de la jupe et de la forme de la jupe qu'avait ma tante quand j'avais 6 ans et qu'elle est venue à la maison un dimanche, etc. Et j'ai aussi trouvé que les hypermnésiques sont des gens qui se souviennent d'un détail avec beaucoup de force, quoi, mais pour oublier le reste. C'est-à-dire qu'on s'attache à la couleur d'une chemise pour oublier le pull qui est à côté, quoi. Voilà. Et c'est d'ailleurs le souvenir écran qu'on appelle en psychanalyse le souvenir écran, c'est-à-dire être très attentif à quelque chose qui n'a aucune importance, parce qu'à côté se passe quelque chose qui en a tellement qu'on ne peut pas l'assumer. Voilà. Et le trauma, c'est ça, c'est ce qui met une espèce de cloche sur l'événement, mais comme on ne peut pas ne penser à rien, enfin ça dépend des heures, il y a des heures peut-être un peu où tout d'un coup on ne pense plus à rien, ou dans le bus, ou je ne sais pas, mais comme en général on pense tout le temps, voilà, on pense à ce qui nous arrange. Et donc, on y pense beaucoup. Et on remonte le temps en se disant « Ah, c'était là, et juste à côté, quoi. C'est la même chose que les amis du lycée, c'est que la réponse, elle serait à côté si on arrivait à s'en souvenir. Sauf qu'on se souvient tellement de plein de choses, pour en masquer d'autres, qu'on nous dit « Ah, mais toi, tu es hypermnésique. » Voilà. Alors, c'est vrai que, par contre, j'ai fait le travail de scénariste grâce à ma mémoire. C'est-à-dire que j'ai emmagasiné beaucoup de scènes, et quand par exemple un étudiant ou une étudiante me dit « Voilà, c'est quelqu'un qui meurt, mais il n'y a pas de cercueil, alors on le transporte sur une planche en bois », je me dis « Quand est-ce que ça m'est arrivé, ça ?»« Ah, mais oui », et je me souviens, et je dis « Bon, il pourrait dire ça », et ils me disent « Ah mais oui, ça marche », mais moi, je n'ai pas inventé, j'ai été puisé dans ma mémoire, en fait, des événements qui correspondent à ce qu'on me demande. Et donc, je crois que ça m'a permis d'avoir réponse à tout. On me disait voilà, mes parents ont divorcé, et hop, j'avais toutes les répliques, vu que les miens ont divorcé aussi. Si vous voulez. Non. Mais, et j'ai tout enregistré, les répliques, les gestes, les gestuels aussi. Et là, dans le livre, en fait, tous ces amis que j'ai retrouvés, parce que j'avais besoin d'écrire ce livre, je crois, ou parce que j'étais en train de l'écrire, j'ai recopié, ça, pas devant eux, mais si vous voulez, après les pots qu'on a pris, les déjeuners, etc., tout était posé, et donc je pense que ça paraît naturel, parce que c'est pas travailler dans le sens de imaginer, c'est répéter finalement. J'ai répété ce que je voyais, ce que je ressentais, ce que je croyais qu'il ressentait. En fait, c'est de l'analyse in vivo, quoi, des événements. Et je dois vous dire que mon éditeur ici présent m'avait prévenu, je me suis fait beaucoup d'ennemis. Et oui, c'est-à-dire que on blesse les gens malgré tout. C'est-à-dire, j'ai changé les prénoms, j'ai changé les professions, j'ai changé les lieux, mais ils se sont reconnus. Alors, j'ai beau leur dire, oui, mais toi, tu te reconnais, et peut-être 2-3 personnes autour de toi, mais les lecteurs et les lectrices
qu'il achète à la FNAC ou ici dans une demi-heure, ne vous connaissent pas, ne te connaissent pas. Oui, mais tu m'as beaucoup blessé. Voilà. Mais l'éditeur ici présent m'a prévenu, ils reviendront. C'est-à-dire, ils se fâchent, puis d'après lui, bon, j'ai confiance, d'après lui, à un moment donné, ils se disent, on a peut-être exagéré, il n'était pas si méchant, on va le rappeler, quoi. Mais il y a des vexations, et elles ne viennent jamais de là où on les attend. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'ai vraiment caricaturés, on va dire, et qui sont très contents. Il y en a un notamment qui m'a appelé en me disant pourquoi tu as changé mon prénom Moi, j'étais tellement ému que tu parles de maman, parce que je fais référence à sa mère. Il me dit personne n'a jamais parlé de maman dans un livre. J'ai pleuré, mais par contre, mon prénom, il fallait le laisser. Voilà. Alors que justement, lui, je me disais. Voilà. Et un autre, par contre, qui fait pratiquement le même travail que moi, où je pensais qu'il serait détaché, etc., lui m'a appelé en me disant t'as menti. Alors évidemment, j'ai menti, puisque j'ai tout décalé pour les protéger. Résultat, je suis accusé d'avoir menti, quoi. Mais mon but, c'était justement qu'on ne les reconnaisse pas, quoi. Voilà. Par contre, j'ai laissé le nom des morts, parce que je me suis renseigné, personne ne peut plus les embêter. Donc j'ai laissé le nom des morts. Sauf un ou deux où je me suis dit, il ne faudrait pas qu'on retrouve l'adresse ou le lieu exact, parce qu'il y a des gens qui... J'ai retrouvé des lieux où des gens vivent aujourd'hui, et je me suis dit, bon, on ne sait jamais, quelqu'un pourrait lire et dire, tiens, je vais aller voir, et voilà. Donc, il y a quelques lieux et quelques personnes qui sont mortes depuis, quoi, où j'ai aussi changé les choses. En fait, j'ai fait très attention, ce qui n'a servi à rien d'ailleurs, mais j'ai fait très attention à protéger tout le monde, et finalement, bon, on ne m'a pas insulté encore, ou je sais pas. Mais voilà, c'est inévitable. Et puis, je viens de voir un film d'Almodovar, je ne sais pas si vous l'avez vu, son dernier film. Voilà, où à la fin, toute la dernière partie, donc voilà, c'est sa fâcherie avec quelqu'un qui lui reproche d'avoir raconté quelque chose de vrai, alors qu'il dit, mais j'ai fait ça toute ma vie. Comment ça se fait alors que tu m'as accompagné dans mon travail et la personne me dit, non, parce que là, c'est trop, tu n'avais pas le droit. Et il dit, mais j'ai toujours fait de l'autofiction. Et oui, mais là, ça, c'est pas bien. Voilà. Donc après, ça dépend où les gens placent leurs limites et puis leur sensibilité. Et c'est une question que je me pose pour le livre suivant, c'est jusqu'où on peut aller, et puis si on n'y va pas, qu'est-ce qu'on raconte, quoi. Voilà, c'est compliqué, hein, trouver la bonne mesure, ou alors il faut déménager à chaque fois qu'on écrit. Il y a la description des lieux, dans la recherche de la fameuse maison, oui, où vous décrivez également le lieu où il semble qu'il y ait eu la police, les nazis, oui, l'épicière, oui, etc. Oui, bon. Oui, mais j'ai changé le nom de la rue. Hein. Ben, j'imagine. Oui, oui. J'ai changé le nom de la ville aussi. Oui. Oui. Oui, aussi. Oui, oui. C'est la même région. J'ai pas osé changer la région. C'était dans le Limousin. Et c'est un lieu emblématique, on va dire, des rafles. Et alors, il y en a eu d'autres. J'aurais pu mettre Toulouse. Mais j'avais pas envie, comme je suis obsessionnel, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je me suis dit Toulouse en anglais c'est perdre. Voilà. Alors je me suis dit ça suffit comme ça, je ne vais pas en plus mettre Toulouse, parce que après je vais dans les nuits me ressasser que j'ai ajouté que. Voilà. Parce que je cherche toujours à analyser les noms des choses, quoi, aussi, et les noms des lieux, quoi. Et Limoges, c'est drôle parce que ça, c'est ma fille qui m'a dit ça. Elle m'a dit, c'est curieux parce que donc j'ai été enseignant, je suis à la retraite depuis un mois, bon, mais j'étais enseignant dans une école de cinéma et comme je parlais comme ça pendant les cours, je me suis dit, un jour je vais me faire virer parce que normalement les autres enseignants sont plus académiques et ont un programme, etc. Alors que moi, mon travail, c'était chercher des histoires, en racontant des histoires et en faisant raconter des histoires, à raconter comment on écrit un scénario. Et donc c'était une classe très libre où j'ai laissé les gens manger, boire, aller sur leur portable, dormir, parce que
je trouvais que l'inspiration, ce n'était pas quelque chose qui venait à 14h jusqu'à 18h et que donc il fallait laisser respirer les gens. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de caméra dans la salle, mais je me disais un jour, je vais me faire virer. Et quand j'ai écrit le livre, ma fille m'a dit, c'est drôle, cette transmission de Limoges, la peur d'être limogé. Et ça, j'y avais pas pensé. Et donc, à chaque... j'ai pas mis Toulouse, j'ai mis Limoges. Et on est toujours... c'est toujours des actes manqués ou des... Mais c'est amusant, quoi. Ça, c'est amusant. Mais voilà, il y a un moment où peut-être il faut arrêter de tout analyser. Mais quand on est pris par ça, voilà. Les mots ont un sens. Et les prénoms aussi. Et vous verrez quand vous l'aurez lu. Et qui l'a lu? Vous pouvez lever la main si vous voulez. La moitié. La première moitié ou la deuxième? Première moitié. Première moitié. Voilà. Et alors, voilà. Si vous le lisez, même si j'ai déjà raconté beaucoup de choses, il y en a d'autres dedans. Vous verrez. J'ai pas tout raconté. Il y a quand même plus de 200 pages. Donc, voilà. Mais vous verrez, c'est curieux. Moi-même. Alors, je parle encore de l'éditeur, mais l'éditeur et l'éditrice, parce qu'ils sont deux, m'avaient conseillé, mais c'était trop tard, de ne pas le relire. Pas tout de suite. D'abord pour ne pas relever peut-être une erreur voilà, mais c'était trop tard, je l'avais relu dès qu'il était imprimé. Je l'avais relu que 3 fois. Mais, et là, ils m'ont dit, surtout, tu ne le relis pas. Alors j'ai dit, oui, bien sûr. Voilà. Et finalement, moi en le relisant, et par exemple avant de venir, je me suis dit, si on me pose une question, il faut quand même que je l'ai lu. Donc j'ai feuilleté à nouveau et je découvre des choses à chaque fois. Je me dis, tiens, c'est curieux, j'ai raconté ça. Et je suis vraiment, non mais c'est vrai, je suis vraiment surpris parfois par cette espèce de flux comme ça de pensée et puis de connexion dans les histoires. Et il y en a même ici, puisque Michel, qui est en train de nous filmer, je l'ai rencontré par hasard il y a une quinzaine de jours, alors qu'on ne s'était pas vu pendant 25 ans. Quoi. Et nos 20 ans. 15, 12, 13 ans. Ah, moi j'irais... Oui, 13, 14 ans, 15 ans. 16, quoi. Oui, voilà, une quinzaine d'années. Et en fait, nos fils étaient amis quand ils étaient petits. Quoi. Et donc, j'apprends que je vais venir ici. Et puis, je vais me promener donc à Montreuil et quelqu'un m'attrape le bras, c'était lui. Et il me dit, je suis en train de parler de ton livre avec une amie, parce que figure-toi que mon oncle t'a invité, etc. Donc, un hasard de plus et un Michel de plus. Et lié aussi à la scolarité, pas la nôtre, mais celle de nos enfants. Quoi. Donc, c'est comme, c'est une amie qui est ici qui m'a dit, tiens, c'est drôle, encore les années d'école, c'est ça. Quoi. Donc, ça s'arrêtera jamais, enfin à un moment ça s'arrête, mais ça s'arrêtera jamais parce que c'est comme, c'est peut-être comme l'eau qui coule, quoi, c'est ça, avec ces messages, on va dire. Voilà. Alors, je crois que j'ai tout raconté et que c'est trop peut-être, non? Ce qui est assez original dans le livre, oui. Donc immédiatement sur une photo en noir et blanc, oui. On se pose la question, on se dit, mais qu'est-ce que sera ce livre? Pourquoi une photo? Pourquoi une photo? Pourquoi il décrit les personnages sur la photo? On essaye de repérer, mais bon, comme on ne connaît pas, on ne repère pas très bien. Oui. Et je trouve que c'est assez original comme façon d'introduire le livre et d'introduire la Shoah, puisque les personnes sur la photo, plusieurs n'existent plus. Oui. Aucun n'existe aujourd'hui. Aucun n'existe. Oui. Une partie est assassinée pendant la Shoah, et puis une partie assassinée par le temps qui passe, on va dire. Voilà. Donc c'est vrai, ça commence comme ça, c'est sur la photo, tout le monde est mort. Et alors, est-ce que le livre veut les ressusciter? Un petit peu, quoi. C'est ce que je dis dans le livre. Ils vivent dans le livre. Oui. Faites vivre. Oui, voilà. C'est comment une image. On dit souvent que les photographes immortalisent en fait leur modèle. Et puis aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, enfin tous les systèmes qui existent, on arrive à faire bouger les photos, à les mettre en mouvement pour redonner vie
une vie factice, mais l'illusion d'une vie, quoi. Et alors, est-ce qu'un livre, c'est l'illusion de plusieurs vies? Je ne sais pas, c'est peut-être ça, quoi. C'est croire qu'on va y arriver, quoi. Et croire, et je le dis tout au début, quoi, je voudrais être le photographe et les faire poser à nouveau. Oui. Et voilà, c'est ça. Et c'est ça, les photos qui sont sur le buffet chez vous, peut-être, ou chez vous, c'est est-ce que la magie pourrait opérer et qu'ils reviennent, quoi, voilà. Et on sait bien que non, et pourtant à l'intérieur, quelque part, on ressent le besoin d'y croire, quoi, voilà. On attend. Alors, j'ai une amie qui est ici et qui m'a dit qu'elle essaye de communiquer avec sa sœur qui est décédée et qu'elle n'y arrive pas. Bon, elle continue à essayer. Mais, par contre, elle a une sœur, parce qu'elles étaient plusieurs sœurs, qui, elle, y arrive. C'est-à-dire qui lui a dit mais moi, elle me parle. Voilà. Et bon, je ne veux pas ouvrir ce chapitre-là qui fait un peu peur, peut-être, voilà. Mais il y a aussi cette dimension dans cette histoire qui est, peut-être on peut appeler ça, d'ailleurs ça s'appelle la métempsychose, c'est-à-dire le fait de faire revivre à l'intérieur de soi des gens qui ont disparu. Voilà. Et donc, il y a dans l'histoire des prénoms quelque chose évidemment que vous lirez et qui est lié aussi à la métempsychose, c'est-à-dire ce qu'ont fait beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est comme ça dans la salle, ce qu'ont fait beaucoup de gens de la génération, en tout cas de mes parents, c'était de donner les prénoms des disparus aux enfants qui arrivaient pour peut-être les honorer ou pour la mémoire. En faisant ça, on les a chargés. Voilà, mais c'était une bonne intention au départ. C'était la personne va continuer à travers. Voilà. Sauf qu'après, quand on grandit et qu'on comprend ça, il va falloir faire avec, quoi. Et c'est pas toujours simple parce que finalement les revenants toquent à la porte, quoi. Voilà. Mais j'avais appris pendant un séminaire que vous savez, le golem, vous connaissez cette histoire du golem? Qu'on lui mettait une pastille sous la langue pour donner vie à une statue, quoi. Et qu'un jour, le rabbin n'était pas là, que la statue a réussi à prendre la pastille et a tout cassé. Vous connaissez cette histoire? Voilà. Et en fait, cette pastille s'appelle le shem. Et le shem, c'est, en hébreu, c'est à la fois, si je ne me trompe pas, c'est à la fois l'énergie et le nom. Voilà. Alors, c'est aussi schéma, écoute, enfin, c'est. Voilà. Donc, dans le shem, il y a, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, le mystère de la vie, quoi. Et donc, dans toutes les civilisations, que ce soit les juifs, les indiens, les chrétiens, les arabes, on nomme l'enfant qui naît avec des temporalités différentes. Donc ça peut être au bout de 8 jours, ça peut être au bout d'un mois, ça dépend des civilisations, des époques, mais tout le monde est nommé dans toutes les civilisations. Donc quand on nomme, en fait, pourquoi on nomme? C'est pour que la personne soit habitée par une énergie qui va être son énergie de vie, quoi. Et si son énergie de vie, ce qui est mon cas, porte le prénom d'un enfant déporté, il va falloir faire avec, c'est-à-dire que c'est une bonne intention par rapport à l'histoire, c'est aussi un poids qu'on met sur la personne qui va devoir digérer ou accepter peut-être les fantômes, quoi. Voilà, qui sont à côté ou à l'intérieur. Voilà. Donc, évidemment, dans toute cette... vous parliez tout à l'heure des disparus, mais il y a tout le travail de Boris Cyrulnik, sur les fantômes aussi. Voilà. Il y a ce qui nous hante, voilà, et ce que l'on doit aussi, voilà. Et peut-être qu'un livre, au fond, c'est on dit un rendu pour un prêté, c'est plus que ça. Un prêté pour un rendu. Un prêté pour un rendu. Oui.
Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un rendu pour un prêté. Dans ce cas-là, quoi. C'est-à-dire, on m'a prêté un prénom et je rends un livre qui raconte ce qui s'est passé, quoi. Ou ce qu'on m'a raconté, ou encore l'intersection entre ce qu'on m'a raconté qu'il s'est passé et ce que j'ai trouvé qu'il s'est passé. Et là, il y a aussi un décalage, puisque quand on recherche, malheureusement, on découvre pire que ce qui nous a été raconté, puisque finalement, je ne sais pas comment c'était dans vos familles, mais dans la mienne, on ne racontait pas beaucoup. Voilà. On oublie le passé. Oui, ou on le tait. On le tait. Ouais. Voilà. Dans nos familles, on en bélit. Mais... Ah, oui. Non, je dis dans nos familles, on en parle et on en bélit, tu as raison. Oui. Mais on n'était pas moins concernés par la Shoah, puisqu'on était en Égypte. Oui. Oui, oui, oui. Alors j'ai une amie qui, elle, a grandi en Israël et qui m'avait dit que j'étais un juif de l'Holocauste ou un juif de la Shoah et pas un juif. Parce que elle avait étudié dans une école juive, elle lisait l'hébreu, elle le parlait, voilà, elle avait une éducation religieuse, moi non, pas vraiment, quoi. J'ai grandi dans une famille alors je me souviens qu'on faisait, bien sûr, on faisait Hanouka, mais on faisait aussi Noël. Et je me souviens que le stress, c'était de ne pas mettre le feu au sapin. Parce que mes parents, ils mettaient le chandelier sur le buffet où il y avait le sapin. Et donc c'était, si ça prend feu, comment on s'en expliquera mais il disait, si vous allez à l'école, les autres font Noël, et donc, comme ça, si on vous pose des questions, vous pourrez dire, oui, oui, bien sûr, il y a un sapin à la maison, quoi. Voilà. Mais on foutait le feu au sapin à peu près chaque année. Voilà. Ça, c'était drôle, quoi. C'est mettre le feu au symbole, quoi, voilà. Quand il se collapse, ou je ne sais pas comment dire. Mais c'est vrai, ce que vous dites, c'est que moi, je suis, enfin, peut-être vous l'avez deviné, mais je suis ashkénaze, et c'est vrai que l'histoire, d'abord, de l'antisémitisme ne commence pas au moment de la Shoah, donc c'est vrai que... Hein, mais malheureusement, peut-être pour moi, dans mon éducation, ou dans ce que je devinais dans les silences, ou dans les regards, ou dans les actes, quoi. Être juif, c'était devoir fermer la porte à clé, quoi. Voilà. Et Ça continue, surtout pour nous aussi. oui, mais peut-être. Oui, mais alors, par exemple, vous étiez concerné par quoi quand vous étiez enfant par rapport au judaïsme? Alors il faut plutôt demander. Moi j'avais 3 ans quand j'ai quitté l'Égypte, mais mes parents, ils étaient un peu, pas honteux, mais un peu gênés d'avoir été protégés pendant la guerre et d'avoir pu aller au cinéma, etc. Alors qu'en Europe, c'était une telle catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été expulsés, parce que moi aussi je suis née en France, ils ont été expulsés, pas toujours très gentiment, avec parfois un peu de prison aussi, enfin il y a quand même eu des trucs, quand on commence à lire l'histoire, à regarder ça de plus près, tout est pas top en fait. Mais effectivement, quand on arrive en France après-guerre et qu'on comprend ce qui s'est passé, on se dit, oh bah quand même ils étaient sympas les Égyptiens, ils se sont contentés de nous foutre de l'or à côté au cul. Oui. Moi c'est un peu comme ça que j'ai pris l'histoire, effectivement, souvent. Enfin, je pense qu'en plus en vivant en France après-guerre, et puis en naissant en France après-guerre, on est quand même concerné par ce qui s'est passé en Europe. Et à un moment donné, on est quand même à l'intersection de ces deux judaïsmes, qui malgré tout ont plus de points communs qu'on l'imagine, je pense, en fait. Oui. Même si le vécu n'est pas le même et qu'on se dit, ouais, dans nos familles, ouf, on n'a pas de mort, quoi. Oui. On n'a pas de mort, quand même des échos. Oui. Mais alors, comment ça se passait en Colombie? Parce qu'on a ici une amie colombienne. En Colombie, il y avait un camp de concentration pour les Juifs. J'étais pas née. Oui. En quelle année? En 1945. Ah bon? Oui. J'étais pas née pendant la guerre. C'était un camp de placement, un camp de travail. Un de travail pour les Juifs. En 1945. C'était clandestin. Enfin, c'était pas officiel, mais ça se passait comme ça. Et contrairement à d'autres pays d'Amérique latine, la Colombie n'a pas été très ouverte à l'immigration.
Ça a été très difficile. Il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un, un parent dans le pays pour faire venir les parents. C'était pas très facile. D'ailleurs, la communauté juive en Colombie n'est pas très nombreuse, et encore moins depuis les enlèvements. Elle a été très poursuivie, donc on n'est pas plus de 3 000. 3000. Ouais. Et quelle a été l'histoire de votre famille en dehors des cousines et de votre tante? Vous voulez la liste? Moi j'ai une question. Alors, bon, je crois vraiment que vous devez lire le livre. Hein. Alors, je ne sais pas les autres, mais vous, il faut absolument le lire. Parce qu'il y a les réponses. Tout le monde, alors bon, je lirai le livre. Oui. Oui. Vous me posez des questions. Oui, bien sûr. Oui. Alors, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que le livre t'a apporté, est-ce que ça a été thérapeutique, sur quel aspect? Alors là, c'est pareil, je parlais d'intersection tout à l'heure, il y a les deux choses, quoi. C'est que, d'abord, si je l'ai fait, c'est que j'en avais besoin, donc il y a un soulagement, c'est fait. Voilà. Et c'était à faire et c'est fait. Voilà. Mais après, il y a tout le chamboulement que ça entraîne, c'est-à-dire quand vous parliez de culpabilité, c'est... mes parents sont morts depuis des années, donc il y a des moments où, bien sûr, je me dis, mais il dirait quoi s'il le lisait? Ouais. Il y a ça. Et j'avais publié une nouvelle dans une anthologie de littérature juive. Ma mère était vivante encore. Et donc, je vais la voir et puis je lui dis... est-ce que tu peux me raconter une histoire qui me permettrait de démarrer une nouvelle sur le judaïsme? Et elle me dit, la semaine dernière, j'étais avec une amie, on a été acheter des chocolats. Je lui dis, oui, mais c'est des chocolats cachers ou Elle me dit, non, mais tu me demandes de te raconter quelque chose. Bah voilà, on a acheté des chocolats avec une copine. Alors, je dis, oui, mais quelque chose qui aurait à voir avec le judaïsme. Alors elle me dit, non, sinon, tu sais, je vais moins au cinéma, maintenant, je suis plus devant la télé. Alors j'insiste, et elle me dit, mais en fait, pourquoi tu me demandes ça? Et je dis, mais parce que je dois publier une nouvelle dans une anthologie, et elle me dit, mais c'est des juifs? Alors, elle me dit, l'éditeur, il est juif? Alors, elle me dit, les autres auteurs, ils sont juifs? Alors, je dis, elle me dit, laisse écrire les autres. Elle me dit, avec tout ce qu'on a fait pour ne pas être dans une liste, il va y avoir ton nom parmi... Elle me dit, n'y va pas. Voilà. Donc est-ce qu'aujourd'hui, elle serait là, par exemple, puisque, je ne sais plus qui parlait, peut-être vous, de parents, pas renégats, mais gênés. Voilà. Ma mère, quand elle se mettait à parler yiddish, elle niait qu'elle parlait yiddish. Quand je lui demandais de me traduire un mot, elle me disait, je ne sais pas, je ne parle pas yiddish. Alors, je disais, mais tu viens de dire quelque chose? Elle me dit, moi, non. Voilà. Et c'est terrible parce que, donc, en fait, ma grand-mère était russe, la mère de ma mère était russe. Et ils ont fui la Russie en 1905. Et quand ils sont arrivés à Paris, le père a dit, on est en France, interdit de parler russe. Donc le russe n'a pas été transmis. Et ma mère parlait le yiddish, mais elle le niait. Elle me disait, je n'ai jamais ni compris, ni parlé yiddish. Et là, elle continue en yiddish. Et donc, voilà. Et je disais, mais là, traduis-moi. Elle me disait, mais quoi? Voilà. Et donc, cette espèce de, je ne sais pas, c'est pas renégat, mais c'est la peur. La peur. Après, moi... C'est autre chose. C'est parce qu'elle voulait s'attirer. Oui, elle disait, moi je voudrais... Mes parents parlaient yiddish entre eux. Oui. À moi, jamais. Ils ne me parlaient pas yiddish. Oui. Mon père meurt, ma mère régresse totalement, ne parle plus un mot de français, ne parlait qu'en yiddish en me disant « et tu ne me comprends pas ». Et je lui ai répondu, je lui ai répondu en yiddish, mais je te comprends très bien. En fait, je le parlais, oui. Et je le parlais couramment. Oui. Et au bout de 15 jours, terminé. Ça s'est effacé, c'est ça? Oui. Oui.
Enfin, je parle encore, mais tu es avec moi, mais... Ouais. Mais c'était très curieux de cette façon de me dire, tu ne me comprends pas, tu ne comprends pas, Ouais. parce que je ne te l'ai jamais enseigné. Ouais. Oui, parce que... C'était une volonté d'assimilation. Il voulait absolument que je sois française. Oui, mais moi c'était pire, c'est que ma mère, elle disait, mais moi je suis goy. Ah oui, j'ai pu dire ça. Elle disait, je comprends pas pourquoi on me parle tout le temps de ça. Moi, elle disait, moi on est goy. Alors je disais, ah bon? Elle me disait, oui, enfin. Et puis elle se mettait à chuchoter. Oui, donc ça c'est autre chose. Et même jusqu'à la fin, elle était à l'hôpital et elle... par hasard, la personne qui était dans la même chambre qu'elle était juive. Et il y avait toute la famille qui venait autour de cette personne. Et moi, j'ai dit à ma mère, ah, mais c'est incroyable. Alors, tu as parlé avec eux, alors, Traumatisé. Derrière ça, moi, j'ai une fille qui a fait une maîtrise de yiddish, une autre qui avait parti d'une chorale yiddish, et ma petite fille, elle connaît plein de vocabulaire, elle ne sait pas d'où, elle ne sait pas pourquoi, plein de vocabulaire, et elle a envie d'apprendre le yiddish. Oui, c'est curieux. Ça ne s'est pas éteint comme ça. Oui, mais moi j'ai vu aussi à travers les modes, les usages, et selon les années. Par exemple, je me souviens que dès que est apparu ça a été une mode, je m'en souviens, c'est les portes blindées. Dès que les gens ont commencé à dire on peut avoir des portes blindées, mon père tout de suite s'est renseigné. Et on a eu une porte blindée immédiatement, quoi. Mais il a dit, c'est peut-être pas suffisant parce que beaucoup de gens en ont, donc les gens vont trouver comment les ouvrir. Et il a rajouté une alarme. Voilà. Et donc l'alarme, je me souviens, c'était les premières alarmes, c'était un fil qui passait le long de la porte. Donc quand on partait, il fallait... Mon père passait la main dans l'entrebâillement de la porte, accrochait l'alarme, et quand on revenait, il ne fallait pas qu'on ouvre d'un coup, sinon elle se déclenchait. Et donc, il y avait une gymnastique, on avait des courbatures. Parce que, et nous, comme on était petits, on ne pouvait pas atteindre l'alarme. Donc on attendait que mon père arrive, il n'était pas très grand non plus, et donc c'était toujours... revenir était un enfer. Donc en fait... on évitait de partir, et pour ne pas avoir à remettre l'alarme. Après, nous on habitait, je peux vous dire, parce que maintenant ils n'y sont plus, on habitait place Jules Geoffrin, au-dessus d'une banque, et le Crédit Lyonnais. Et à un moment, on avait donc l'alarme, la porte blindée, il y avait une chaîne aussi en plus, et mon père a eu une idée. Il a dit, je vais aller voir le directeur de la banque et je vais lui dire que des voleurs pourraient passer par le plancher et que le Crédit Lyonnais pourrait nous offrir un blindage du sol. et alors, il y a eu, vous savez, les réunions syndiques. Voilà. Et comme le Crédit Lyonnais ne voulait pas, mon père a parlé en disant aux gens, vous savez, ils pourraient passer par chez nous. Donc, est-ce que vous accepteriez? Et en fait, ça coûtait très cher, il fallait faire blinder toutes les pièces, quoi. Sinon ça ne sert à rien. Et donc, évidemment, ça a été refusé, quoi. Et donc, mon père a été humilié, je me souviens, parce qu'il disait, moi, c'est pas pour moi, c'est pour eux, quoi, pour pas que les gens soient cambriolés. Mais en fait, on était dans une espèce mais à l'époque, moi, je ne le comprenais pas. Je l'analysais pas. Je me disais, bon, peut-être qu'il faut absolument s'enfermer, voilà. Et quand quelqu'un sonnait à la porte, c'était la panique aussi, si c'était pas prévu, quoi. Voilà. Mais tout était très drôle parce que mon père était petit, alors pour des raisons, il était petit, et il n'avait pas, dans ma famille ils étaient petits, c'était des Askénazes, mais il y avait aussi qu'il n'avait pas beaucoup mangé et qu'il n'avait pas fini sa croissance quand il était adolescent, et donc il était très petit. Donc il avait installé un Judas aussi, parce que ça ne suffisait pas, la chaîne et l'alarme, voilà. Et en fait, le Judas était très bas, donc on voyait que le nombril des gens, parce que les autres gens étaient normaux. Voilà. Ça fait un peu Woody Allen. Oui. Non, mais je vous assure que c'est vrai. Et donc, nous, on montait sur un tabouret, parce qu'on était petits, pour regarder qui sonnait, et on voyait des ventres.
Et donc, il fallait que les gens s'identifient, etc. Et ça a été jusqu'au bout. En fait, ça a été jusqu'au bout, quoi. Et c'était comment repérer, après, en analyse, en fait, hein, c'est ça, comment repérer que tout était lié à la peur, quoi, voilà. Tout. Et des choses terribles, quoi. Par exemple, moi, alors ça m'a rendu service, parce que je travaille encore maintenant beaucoup en Amérique latine, parce que j'ai appris l'espagnol parce qu'on n'avait pas le droit d'apprendre l'allemand. Parce que mon père n'aurait pas accepté qu'on parle allemand à la maison. Et donc tout a été orienté. Et quand il y a eu le choix de la deuxième langue, ben, moi j'ai fait espagnol, mon frère a fait italien. On se dit, ah, oui, on est très intéressé par l'espagnol. Et nous, on a appris russe. Et nous, c'était le russe. Voilà. On a appris le russe. Ouais. Donc en fait, tout était par défaut ou par... voilà. Mais je ne le comprenais pas, je croyais que c'était partout comme ça, quoi. Puis après, on va chez les autres et on s'aperçoit qu'il y a moins de blindage, quoi. Voilà. Mais... Ou il y en a d'autres, parce qu'il y a d'autres histoires, quoi. Mais là, c'était très... Et quand on partait en vacances, s'il y avait des Allemands dans l'hôtel, on changeait d'hôtel, quoi. Donc vous imaginez, selon les régions où on allait, c'était très compliqué, il fallait changer tous les soirs. Ben oui, parce que c'était le tourisme, le développement du tourisme allemand. Et donc, voilà. Et alors, à l'époque, je ne sais pas comment il faisait, il réservait à l'avance, j'imagine. Et mon père passait son temps à annuler. On arrivait et il entendait parler allemand. Il disait, bon, finalement, on ne peut plus venir. Voilà. Et donc, alors, pour nous, on était enfants, c'était chouette. On changeait d'hôtel tout le temps. Voilà. Mais on a vu beaucoup d'hôtels, quoi. Et très peu d'Allemands, dans le fond. Mais ça a été jusqu'à... Dans un texte, j'ai écrit qu'ils avaient été assassinés par des Allemands, et j'ai un ami qui est allemand, qui est cinéaste, et qui m'a dit non, ta famille, ils ont été assassinés par les nazis. Voilà. Parce que, voilà, c'est ça, j'ai grandi c'est l'amalgame qui existe d'une autre façon aujourd'hui, mais qui était que c'était la faute aux Allemands, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je suis un peu bavard, mais n'hésitez pas. Votre père vous a raconté comment il a vécu les guerres? Alors, par bribes, mais votre question, c'est comment il s'en est sorti, c'est ça? Que vous a-t-il raconté? Alors, mon père, il est né en 26. Voilà, c'est ça. Donc, il a 13 ans au moment de la déclaration de la guerre. Alors, il a 13 ans et ses parents, comme toutes les familles juives françaises à l'époque, disent « ça va s'arranger. À nous, on ne va rien nous faire. » Donc, ils attendent. Et puis, donc en 42, je pense, peut-être un peu avant 42, là, ils commencent à se rendre compte quand même. Et donc, ils disent on va partir en zone libre. Et ses parents partent d'abord avec ses sœurs, je crois, parce qu'il avait plusieurs sœurs, et il décide de ne pas passer par les mêmes endroits. Et donc mon père, lui, donc il avait en 42, donc il avait 16 ans, quoi, c'est ça, 26, 36, 42, il avait 16 ans, il a passé la ligne tout seul, en disant, bon, si lui se fait prendre, peut-être que les autres vont s'en sortir, et vice-versa, etc. Et il y avait ça il me l'a raconté, il y avait donc un passeur qui l'attendait le matin dans une ville à la limite de la ligne de démarcation. Et donc il était dans un hôtel. C'est drôle maintenant quand je raconte ça, je me rends compte pourquoi il ne voulait pas être dans un hôtel où il y avait des Allemands. Mais, et donc il est dans un hôtel et le matin un passeur doit le faire passer. Et là arrivent donc des SS qui viennent manger dans cet hôtel-restaurant, quoi. Et lui est dans la salle du restaurant et ils sont tous avec leur croix gammée, etc. Il a dû s'inquiéter, je pense. Ouais. Et donc, il est monté dans sa chambre. Et là, on frappe à sa porte. Et il ouvre, et c'était un officier autrichien qui lui dit « Je vous ai vu dans le salon, vous êtes juif ?» Alors, je n'y étais pas, donc, est-ce qu'il dit « oui » Et l'officier lui dit « Écoutez, voilà,
j'ai des enfants et votre passeur vous a donné. Donc, quand vous allez sortir à l'aube, ça sera nous pour vous recevoir, quoi. Voilà. Donc vous êtes prévenus, faites ce que vous voulez. Et donc là, mon père me l'a raconté, la question qui est la question fondamentale, c'est est-ce qu'il a menti ou pas? Et fallait qu'il apprécie. Et il s'est dit, si je m'en vais maintenant, ils vont m'arrêter, quoi. Mais si j'attends, ils vont m'arrêter aussi. Et donc, il a fait confiance à cet homme. Il s'est dit, s'il me prévient et qu'il ne m'arrête pas tout de suite, quoi, c'est peut-être vrai, quoi. Donc, il a sauté par la fenêtre et il a passé la ligne tout seul, quoi. Et quand il est arrivé, il savait où était le passage, il y a un curé qui était en vélo, alors ça paraît de la fiction, mais qui était en vélo, qui l'a vu. Donc, je ne sais pas, peut-être que mon père se voyait, parce que l'officier l'a vu, et après le curé l'a vu. Et le curé, donc il a été protégé par des non-juifs, par un SS et par un curé. Et le curé lui a dit, vous voulez passer, c'est ça? Il lui a dit, les Allemands sont planqués, donc vous ne pourrez pas passer, sauf si vous montez sur mon porte-bagages, et je dirais que vous êtes un enfant de l'Église. Et là, c'est pareil, il s'est dit que je fais quoi, tu vois. Et il est monté sur le vélo et ils sont passés. Et là, il m'a raconté qu'il est arrivé, donc c'est à Bagnères de Bigorre, il est arrivé à Bagnères de Bigorre et il ne savait pas où étaient ses parents, puisqu'il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque. Mais il savait que ses parents aimaient les gâteaux. Et il était aux environs de 16 heures. Et il s'est dit, si ça se trouve, il s'en serait de goûter quelque part. Alors il a demandé où il y avait une bonne pâtisserie. Et on lui a dit, il y a sur la place. Là. Et il est rentré dans la pâtisserie, il y avait ses parents. Et c'est comme ça qu'il les a retrouvés. C'est étrange. Hein, ouais. Après, il y a d'autres histoires. Après, il est rentré dans la résistance. C'est comme ça, peut-être. Enfin, alors, sa sœur a été déportée avec son mari et des enfants, et ses parents ont été assassinés à Bagnères, dans la rue, au moment de la débâcle, quand la division d'Azreich tuait tout sur son passage. Et donc, ses parents ont été tués dans la rue, pas comme juifs, mais parce qu'ils étaient dehors. Et lui, comme il était dans la résistance, il était dans la forêt, il aidait une femme qui était blessée, des gens pour la transporter dans une ferme. Donc il n'était pas sur la route au moment où les Allemands sont passés avec leurs chars et ont tué 57 personnes à Bagnères. Et en fait, il est revenu, ses parents étaient morts. Donc, mais il a entendu les mitraillettes, il était à 200 mètres ou à 300 mètres, je ne sais pas. Donc et là, il allait avoir 18 ans, il n'avait pas 18 ans, quoi. Donc il était ce qu'on appelle pupille de la nation, quoi, c'est ça, orphelin de guerre, en fait. Et voilà, après il a fallu vivre, et là, il y a toute une période sans explication. Ça arrive donc en 1944, en juin 1944, et il arrive à Paris en 1946. Donc, il y a 2 ans où je ne sais pas ce qui se passe, quoi, et où je lui ai posé la question, il m'a dit on ne pouvait pas revenir parce que les trains ne fonctionnaient pas, les routes étaient compliquées, et donc j'ai attendu pour remonter à Paris. Qu'est-ce qu'il a fait, comment il a survécu après? Quel argent? Avec quel argent? Comment il a financé sa vie? Il s'est débrouillé. Mais le livre le raconte un peu aussi. Et décidément, ce livre est incontournable. Et après, il a été dans l'appartement où étaient ses parents, et évidemment, il y avait d'autres gens. À Paris, il n'y avait plus rien. Et donc, il a été à l'hôtel, et puis voilà. Et après, il a eu des enfants. Et votre maman, Et votre mère? Alors là, je vous fais un résumé. Donc, ma mère, elle est née en 1931, donc elle était plus petite, voilà. Et elle, donc, alors, une partie de sa famille a été déportée, mais son père a survécu. Par contre, sa mère est morte, non pas en déportation, mais sa mère avait un fibrome et ne pouvait pas aller à l'hôpital avec son étoile jaune. Et donc, elle a attendu, elle a fait une septicémie et elle est morte. Donc, c'est, on va dire,
C'est dégâts collatéraux. Voilà. Et là, quand sa mère est morte, elle avait 14 ans. Donc, voilà. Et alors, il y a une anecdote que je crois que je ne la raconte pas dans le livre, mais je ne sais plus, son père, après la guerre, donc elle était petite, et son père, comme beaucoup d'hommes de l'époque, ne savait pas s'occuper d'un enfant. Je crois qu'il ne savait même pas faire un œuf. Et donc, il a mis ma mère chez des amis, en disant, je ne sais pas comment faire, et il y avait une famille qui connaissait, il a mis ma mère sans lui donner d'explication, et ma mère ne savait pas que sa mère était morte. C'est-à-dire, il a dit, bon, il y a ta mère est malade, elle est à l'hôpital, donc en attendant qu'elle aille mieux, tu vas aller chez des amis, quoi. Et donc elle est allée chez des amis, et on lui a rien expliqué, quoi. Et le temps passait, et elle m'a dit qu'elle avait compris, parce que la date anniversaire de naissance de sa mère est arrivée, personne ne disait rien, alors que chaque année il y avait un anniversaire, etc. Et puis au bout d'un moment, son père l'a reprise et n'en a jamais parlé. Il n'y a jamais eu d'explication. Sa mère n'était plus là et on n'a pas mis de mots là-dessus. Elle me dit, j'ai bien compris qu'elle était morte puisqu'elle n'était plus là, mais on ne me l'a pas dit. C'est pour ça que c'est très étonnant aujourd'hui quand je parle avec des étudiants qui savent tout de leurs parents et que les parents savent tout et ils se racontent et ils se questionnent et voilà. Je crois que c'est vrai qu'à l'époque on ne parlait pas, quoi. Voilà. Donc c'était possible de rentrer de chez des amis où on avait été placé sans savoir pourquoi, et la maman elle est plus là et le père n'ose pas le dire, quoi. Survivant et survivant, Oui, voilà. Donc c'est des générations qui ont grandi dans le silence et qui avaient du mal aussi avec nous, quoi, à parler, quoi. Mais j'avais les enfants cachés. Et les enfants cachés étaient jurés au silence. Oui, oui, bien sûr. Après, pour retrouver l'histoire de la guerre, c'était... Eux, ils étaient gênés. Les parents qui les récupéraient après étaient gênés. Oui. Et ça ne parlait pas. Oui. Dans la famille de mon mari, c'était comme ça. Et c'était que quelque chose de 50 ans plus tard qu'on a commencé à faire les choses. Oui. On me demandait qu'est-ce que vous faisiez pour de l'argent? Manger. Ça, c'est la réponse à tout. On s'arrangeait. C'est terrible. Enfin, écoutez, moi j'ai été une enfant cachée. Et j'ai été cachée avec mes parents. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais mes deux parents avec moi. J'ai eu une enfance à peu près normale, mais on m'avait dit, dis pas, tu parles pas yiddish en fait. Oui. Quand 2 ans, 3 ans. Et j'allais à la messe avec la vieille dame qui nous cachait. Oui, mais comme les parents, c'est-à-dire, ils ne se connaissaient pas, ils étaient petits, ils étaient cachés. Mais après, on en a parlé sans arrêt. Oui. Moi, c'était une famille où on parlait que de ça. Autre chose. C'est un autre problème. Oui. Mais là, l'endroit où on cachait les enfants dans la famille de mon mari, c'était dans un nombre d'enfants. Et c'était mélangé. Il y avait des juifs et des non-juifs. Oui, bien sûr. Les enfants n'ont jamais été mis ensemble, on ne les lavait jamais ensemble. Ouais. Et il y avait certains qu'on a dit, attendez, vous allez chercher les fraises dans les bois. Oui. Et Oui. non, mais c'est... Oui. Bah, ma mère, elle a été cachée chez les sœurs aussi, à Limoges, et elle avait appris le paternoster. Oh, ils étaient à la messe. Pour le sevrer de l'église, c'était un peu difficile, parce qu'ils trouvaient ça très bien. À la fin de la guerre, ils ne pouvaient pas aller à la messe. Oui, c'était bien. Non, mais ce qui s'est passé pour ma mère, donc elle était donc, avec ses parents dans une maison que j'ai retrouvée, donc, et où j'ai pas qui y avait dans cette maison, comment ils ont passé toute la guerre dans cette maison, comment ils ont payé, qu'est-ce qu'ils ont payé, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, voilà. Et en fait, je vous dis, ils s'arrangeaient, voilà. Non, mais ça c'est la réponse. Oui. Et dans la rue où était ma mère, s'est installée la commandanture, au bout de la rue. Ce qui a limité les sorties. Et du côté de mon père, ils étaient cachés chez des gens. Et la personne qui les cachait était dans la résistance, c'est comme ça que mon père est rentré dans la résistance. Ce qui ne les a pas empêchés de se faire tous tuer, sauf mon père.
Donc voilà pourquoi ce livre est très humoristique. Voilà. Parce que il y a les copains d'aujourd'hui qui me ramènent, si vous voulez, qui me réveillent d'un cauchemar, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, mais il y a aussi les restos, il y a aussi rigoler, il y a aussi, voilà, il y a aussi... il y en a un qui me dit, voilà, on t'aimait bien, mais t'étais un peu angoissé. Voilà. Moi, j'avais... Il y a un peu de Woody Allen. Oui. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Et dans un autre, dans le domaine du cinéma, une ressemblance avec Harpo. Oui, bien sûr, oui. Il y a une parenté avec Crusoe, Marco Zeppo, la famille, non? Oui, il y a un mélange. Mais la famille Marx, il ne s'appelait pas Marx. Ah. Non, je crois qu'il s'appelait Marquis ou Marix, un nom comme ça, de Pologne. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, le père a voulu avoir un nom passe-partout et il a choisi Marx. Moi, j'avais... Bon, je crois, encore une question. Moi, c'est pas une question, c'est une petite anecdote, même deux. Par rapport à l'hypermnésie, j'avais regardé une émission une fois à la télévision, et ce que vous racontez, c'était très drôle parce que c'était un étudiant en médecine, et tous ses camarades l'enviaient parce qu'ils lui disaient, toi tu es hypermnésique, c'est facile, tu retiens tout. Et il disait, mais non, c'est horrible, parce qu'il était allé assister à une opération chirurgicale, et ce qu'il avait retenu, c'était le contenu exact de la poubelle qui se trouvait à l'entrée de la salle d'opération. Voilà, il savait dire exactement tout ce qu'il y avait dans la poubelle. Voilà, c'est drôle, c'est un peu ce que... La poubelle de l'histoire, peut-être. Ouais. Et une deuxième anecdote, peut-être, concernant le fait qu'on disait rien, on n'a rien dit à votre mère, et maintenant c'est un peu le contraire, et l'autre jour, j'étais en train de mettre un pull vert à mon petit-fils, ce qui faisait frais, et ma fille me dit, mais tu lui colles un truc sur la figure, tu lui expliques même pas que tu es en train de lui mettre un pull vert, tu le grattes, tu lui mets comme ça. Et maintenant, mais je trouve ça bien, mais il faut expliquer à l'enfant, je vais te mettre un pull vert maintenant. Non, mais ce que disaient mes parents, c'est on n'a pas voulu vous traumatiser. Voilà. Donc, résultat, ils nous ont traumatisés. En fait, c'est eux qui étaient traumatisés. Oui, Vous ne voulez pas parler de ça pour Bah oui, votre mère à qui on n'a même pas dit que sa mère était morte. Ma meilleure amie, qui est décédée maintenant, ses parents étaient polonais et ils ont émigré en Colombie. Et leur fils aîné a été tué. Elle a accouché pendant la guerre. Le commerçant qui les cachait a tué le nouveau-né. Mon amie, qui est donc la fille de cette dame, qui était psychologue, elle a su à 60 ans, quand sa mère est morte, il manquait une page sur le journal, sur son journal intime, et c'est là où elle a découvert qu'elle avait un petit frère qui était mort pendant la guerre. Il ne parlait pas, on ne parle pas de cette époque. Mais juste pour témoigner, mais comment t'es arrivé en Colombie? Ah non, mais moi c'est beaucoup plus compliqué, mes parents ne m'ont pas vu. Mon père était né en Afrique du Sud, à Johannesburg, d'origine turque, et ma mère est née au Mexique, d'origine turque aussi, gréco-turque. Et ils sont arrivés en pays. Et moi, je suis la première génération colombienne. Avec une éducation française? Ben oui, parce que mon père, entre-temps, avait étudié en France. Parce qu'elle parle en français, vous avez remarqué, c'est quand même incroyable. J'ai pas beaucoup de mérite, j'ai pas du mérite pour arriver. Je suis arrivée aux oiseaux, à une école, je ne sais pas si vous connaissez, mais les oiseaux, c'est une école de bonnes sœurs, pensionnaire à l'âge de 8 ans. Voilà. Fallait passer les petits sauvages comme bien. Alors, vous allez trouver des livres à vendre. Alors, achetez-le, c'est une très bonne lecture. C'est bientôt les vacances, vous avez besoin de livres. Oui, un livre sur la plage. Un livre sur la plage. Et puis ensuite, vous allez faire une bonne action, parce que vous allez éviter que je rentre chez moi avec des livres. Voilà. Donc, ça sera dédicacé. Oui. Ah oui, je vais prendre mon stylo. Ouais.